Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Yvan Attal. Un monde sans pitié. Il a joué là dans La Syndicaliste un rôle mérité super. Alors Yvan Attal, moi j'adore. Tout de suite, Charlotte Gainsbourg forcément. Et voilà, j'adore son humour. Pour vous, c'est plus un acteur ou un réalisateur ? Un acteur. Un acteur. Un réalisateur. Je le vois aussi bien acteur que réalisateur. Un film en particulier ? Ma femme est une actrice. Les choses humaines, toute l'histoire, la mise en scène, le scénario, j'ai tout aimé. Alors moi, ça me fait penser à la voix de Tom Cruise et j'adorais ses doublages. Il a réalisé Se marier et de beaucoup d'enfants avec Charlotte Gainsbourg, je crois. C'est sa femme. Ah, c'est sa femme ? Oui, j'adore Yvan Attal parce que j'aime bien tous les films qu'il fait. En général, il choisit ses thèmes. Ça a un sens. Je l'adore. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous l'aurez compris, ce soir, mon invité est Yvan Attal. Bonsoir Yvan. Bonsoir tout le monde. Alors tu es donc comédien, scénariste et réalisateur. Tu as joué jusqu'ici, si j'ai bien compté, dans 53 films. Je ne savais pas moi-même. Tu en as réalisé 7, sans compter New York I Love You, dont tu as réalisé 2 chapitres. Et le prochain ? Et le prochain, on en parlera tout à l'heure. Tu le comptes dans les 7 ? Non, le prochain. Donc j'en ai fait 8. T'en as fait 8 ? Voilà. D'accord. Il est déjà tourné, en fait. Il est même monté. Ah, j'étais pas au courant, alors je ne sais pas tout. Tu as dit que c'était plus difficile d'être acteur que réalisateur. Pourquoi ? Non, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Ça veut dire c'est pas aussi simple. Enfin, c'est pas plus difficile. Acteur, je trouve que c'est un métier très, 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 très difficile. Mais je me dis que c'est plus difficile de progresser comme acteur que de progresser comme metteur en scène. Comme metteur en scène, on peut regarder des films, on peut comprendre, on peut apprendre, on peut au bout d'un moment maîtriser un peu plus les choses techniquement. Acteur, j'ai l'impression que ça tient beaucoup à ce que vous êtes, à ce qu'on est, à ce que qu'est-ce que la vie a fait sur nous, qu'est-ce qui transparaît à l'écran, même malgré nous. C'est pour ça que je trouve que c'est un métier difficile parce que c'est pas qu'une histoire. Alors metteur en scène non plus, ça dépend des histoires qu'on raconte, etc. Mais c'est pas qu'une histoire technique. Acteur, c'est pas. Il y a des grands acteurs. C'est pour ça que c'est un métier terriblement injuste. Voilà, parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont une gueule, qui ont il y a tellement de choses qui dépendent pas de vous que je trouve que ça fait un métier tellement compliqué que je crois que c'est plus. En tout cas pour moi, je me sens. Je crois que quand même, je préfère faire le metteur en scène. Je souffre moins que quand je fais l'acteur, voilà. Alors tu as dit aussi que au fond, tu voulais pas faire acteur, mais acteur américain. Alors, c'est quoi la différence entre un acteur et un acteur américain ? Il y a une énorme différence. Ah, j'attends alors. Pour quelqu'un qui a grandi avec le cinéma américain, j'avais envie d'être acteur américain, voilà. Mais j'ai compris plus tard que je voulais être acteur américain. C'est parce que quand on finit par pas trouver les films qu'on aime ici, ou les rôles, etc., j'ai réalisé, en fin de compte, que sûrement quand j'étais jeune, je rêvais d'être acteur américain, pas forcément acteur. Il y a une culture de cinéma aux États-Unis qui est totalement différente de la nôtre. Et j'y peux rien. Je m'y retrouve beaucoup plus facilement dans le cinéma américain. Alors, tu as une approche réaliste du métier d'acteur. Tu cherches la vérité. Tu as dit, on fait tout pour croire à ce qu'on fait. La meilleure façon de mentir, c'est de n'avoir plus à mentir. Alors, comment fait-on pour ne plus mentir ? Quand on tourne avec une actrice, on tombe vraiment amoureux d'elle. Voilà, je sais pas, c'est ça les acteurs en fait. Ils s'arrangent pour ne pas avoir à mentir. Alors évidemment que c'est un peu caricatural, j'ai dû le dire. Je me souviens très bien, j'ai dit ça au moment de la promotion de Ma femme est une actrice. Voilà, où je racontais que souvent, en tout cas les jeunes acteurs tombent dans le panneau, quoi. C'est facile de se laisser aller à l'histoire du film. Mais en même temps, évidemment qu'on fait que ça à mentir. C'est ça le principe, quoi. Voilà. À la question, quels sont les 3 moments qui ont marqué ta carrière ? Tu as répondu
Éric Rochant et Éric Rochant. Donc en 1989, tu sors tout juste du cours Florent quand il te caste dans Un monde sans pitié, son premier film. Tu joues le rôle du meilleur ami d'Hippo, joué par Hippolyte Girardot. Pour ce film, tu as reçu le César du meilleur espoir et le prix Michel Simon. Le film a fait plus d'1 million d'entrées. Pourtant, il a failli ne jamais être terminé. Il s'était arrêté au bout de 15 jours de tournage. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce film, c'était le premier film de beaucoup de gens. C'était mon premier film, donc, mais c'était le premier film que réalisait Rochant. Et c'était le premier film du producteur, Alain Roca, qui a fait ensuite énormément de premiers films et qui a révélé Clapiche, Kassovitz, Christian Vincent, Tran Anung et d'autres. Voilà. Donc, mais c'était son premier film. Et quand il a monté le film, c'est très difficile pour trouver des financements. Et donc, personne ne le savait. Il a commencé le film, il n'avait pas d'argent. Le film n'était pas financé. Ah, d'accord. Voilà pourquoi le film a failli ne pas se faire. Parce qu'à un moment, donc on recevait tous des chèques. Et à un moment, au bout de 2-3 semaines de tournage, tout le monde a réalisé que les chèques étaient en bois, quoi. Voilà, donc on s'est retrouvés à voter pour savoir si on voulait continuer ou pas. Et en fait, c'était un pari qu'il a fait. Il s'est dit, j'ai confiance dans le film. Avec les rushs, je vais trouver des financements. Et c'est comme ça que le film s'est fait. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, évidemment, quand moi je voulais faire acteur, c'était mon premier film. Je suis arrivé tout fier avec mon premier chèque, en le montrant à mon père, en disant, tu vois, tu voulais pas, mais regarde, quelques jours, regarde. Bon, et il m'a rendu service, il m'a dit, je vais te l'encaisser, etc. J'étais tout jeune. Et effectivement, 3 semaines après, le chèque est revenu en bois. Et il m'a refait la même chose avec son chèque, en disant, super le cinéma. C'est devenu le film d'une génération. Tu t'attendais à un tel succès? Comment tu l'as vécu? Pas du tout, pas du tout. Alors là, franchement, je sortais du cours, c'était mon premier film. Je pouvais pas m'attendre. D'ailleurs, ça a été terrible parce qu'après, je me suis dit, bon, bah, c'est ça le cinéma. Je fais un film, j'ai un César, ça fait un carton. Bah, après, j'ai pas retrouvé ça depuis. Après enfin, il m'a fallu des années pour retrouver un succès. Le César, plus jamais. Mais j'ai été un peu gâté, en fait. Premier film, tu sors de l'école, tu fais un premier film et puis c'est un carton. Voilà. Donc j'ai été gâté. Et c'est même presque plus compliqué après, quoi. Donc en 91, il te donne ton premier grand rôle avec son deuxième film, Aux yeux du monde, l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui veut prouver au monde qu'il existe en détournant un car scolaire pour rejoindre sa petite amie qui habite à des centaines de kilomètres de chez lui. Alors là, tu livres une prestation remarquable de justesse et de finesse. Et c'est sur ce tournage que tu rencontres la femme de ta vie, Charlotte Gainsbourg, et vous êtes toujours ensemble. Vous avez fait 3 enfants et quelques films. Un souvenir en particulier de votre rencontre sur ce film? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle disait pas un mot. Elle était, parce qu'elle l'est moins maintenant, mais elle avait cette réputation d'être très, très, très timide. Et effectivement, on a fait une lecture pour commencer à répéter. Et, j'entendais à peine ce qu'elle disait. J'entendais pas. Elle était la tête dans les épaules. Voilà, donc elle a bien changé. En 93, donc Rochant t'offre à nouveau un premier rôle dans Les Patriotes. Un jeune juif français part vivre en Israël et se retrouve à travailler pour le Mossad, un excellent film d'espionnage. Tu savais qu'il est projeté aux nouvelles recrues des services de renseignement français pour son réalisme? Oui, je sais. J'ai rencontré un ancien agent qui m'a dit que c'était un film qui passait à l'école et que c'était un film qu'ils étudiaient. Voilà. Il est vraiment formidable, hein, ce film, très merci. réaliste. Alors, par contre, ces 2 films n'ont pas trouvé leur public en salle. Hein. Comment tu l'expliques? C'est ce que je te disais, le premier a marché, j'ai cru que tous allaient marcher du coup, et après ça a été long avant d'en avoir un autre qui marche. Comment on l'explique? Je sais pas, on sait jamais comment expliquer l'échec commercial d'un film. C'est pas forcément parce qu'il est mauvais, il peut être mauvais, hein, ceci dit. Mais en tout cas, c'est pas le cas des Patriotes. C'est loin d'être le cas des Patriotes, ça c'est sûr. Mais non, mais parce que je sais pas pourquoi les gens vont voir un film. Est-ce qu'on leur donne envie? Il y a une bande-annonce, il y a une affiche, ça sort à un moment. C'est très difficile
si on était capable de prévoir les succès ou alors d'éviter les échecs, ce serait quand même à la fois magnifique, mais c'est absolument impossible. Donc pourquoi les films marchent, pourquoi les films marchent pas, je sais pas. Il y a des très mauvais films qui marchent, il y a des très bons films qui marchent pas, et inversement d'ailleurs. Mais c'est ça qui fait aussi l'excitation de la sortie d'un film. Tu as dit aussi que tu as vu tout ce qui sortait au cinéma entre l'âge de 8 ans et 12 ans. Tu peux nous expliquer comment c'est possible ? Je suis pas sûr d'avoir dit ça exactement comme ça. J'ai dit que j'allais au cinéma entre 8 ans et 12 ans, toutes les semaines, parce que mon père était horloger, et le samedi, il travaillait avec ma mère, qui l'aidait, et du coup, il y avait personne pour me garder. Donc, ma nounou, c'était le cinéma. C'était ta garderie. C'était ma garderie. On me mettait au cinéma, mon père me déposait au cinéma à 14h. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait qu'une salle à Créteil où j'habitais, et c'était permanent. Donc, non seulement j'allais au cinéma toutes les semaines, je voyais des films parfois qui n'étaient pas du tout pour moi, et en tout cas à l'âge que j'avais, et en plus, je les voyais 2 fois et demi d'affilée. Il y avait une ouvreuse qui venait me chercher quand mon père arrivait, donc j'avais déjà vu le film 2 fois, plus un petit bout de la 3e séance. D'accord. Voilà. C'est peut-être un peu comme ça que tu as pris ton métier. Ah bah, je pense quand même que ça a été quand même très formateur, fondateur. Et évidemment, j'ai découvert le cinéma à ce moment-là, parce qu'en plus, je voyais des films, toutes sortes de films. Il y avait une programmation éclectique, et c'est bien possible au bout du compte, ça revienne à dire que je voyais tout ce qui sortait, puisque à l'époque, donc on parle de ça il y a pratiquement 50 ans, en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas 15 films qui sortaient par semaine. Il y en avait 1 ou 2. Alors, tu fais partie de la shortlist des acteurs français qui ont tourné à Hollywood. En 2004, tu tournes pour les Américains pour la première fois, L'Interprète, réalisé par Sidney Pollack avec Nicole Kidman et Sean Penn. Hein, rien que ça. Sidney Pollack, le réalisateur de On achève bien les chevaux, Tootsie ou encore Out of Africa. Comment ça s'est passé ? Comment tu as décroché ce rôle ? Et alors, le plus simplement du monde, en fait, je crois qu'il cherchait quelqu'un. Et puis, en fait, je me souviens, j'étais sur le tournage de mon 2e film. Vraiment, je le dis. Et puis, c'était un jour un peu tristoun. Je me suis dit, putain, je peux pas avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, quelque chose. Et j'ai eu un message de mon agent qui me dit qu'il y a Sidney Pollack qui voudrait me voir. Voilà. Ça, c'est un bon message, ça. Ouais, mais je suis pas sûr de pas avoir souhaité avant de me dire putain, je pourrais pas gagner au loto, ou, tu vois, puisque apparemment c'était le jour où on m'exauçait. Mais j'étais très content évidemment de le croiser, de le rencontrer. Je suis allé à New York. Je suis arrivé dans un bureau, il y avait Sidney Pollack, j'étais très intimidé. Et il m'a donné le scénario. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Pas d'essai. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de rien. Il m'a dit, non, si vous voulez le rôle, je suis très content. Magnifique. Je lui ai dit, ouais, je veux le rôle. Il m'a dit, mais attendez, lisez. Je dis, ok, je vais lire, mais... C'est quoi la différence entre tourner en France et aux États-Unis ? Je crois qu'il n'y en a pas en réalité. Quand on fait un film, c'est un film. C'est la même chose. Il y a une caméra, il y a une équipe, il y a des difficultés propres aux scènes à jouer. En tout cas, pour nous acteurs français, déjà, on joue en anglais, donc c'est un peu plus compliqué. Mais non, il n'y a pas de différence, si ce n'est les films. Si ce n'est les films. Mais je me souviens que j'avais une grosse scène avec Nicole Kidman. C'était mon premier jour. Et donc... Tu pleures ? Oui, je devais pleurer. Et d'abord, je devais la prendre dans mes bras. Elle mesure à peu près 2 mètres. Mais c'est vrai. On t'a mis des cubes ? On m'a mis des cubes. Et je l'ai prise dans mes bras comme ça. Alors, il a fait un plan très, 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 très large. Mais après, on est rentré dans la scène. Mais je me souviens que j'avais tellement le trac et j'avais tellement envie de bien faire que j'ai répété la scène, répété, appris le texte, redit le texte de partout où j'allais, je lisais le texte. Je suis arrivé, j'étais prêt. Et donc, le matin, j'arrive et il a voulu faire une petite répétition avant que tout le monde n'arrive. Et on était sur un banc dans un parc à New York avec Nicole Kidman. Et en fait, dès la répétition,
Au premier mot, je me suis mis à pleurer direct. J'étais tellement préparé, tellement volontaire. Et il me l'a dit, stop, garde tout pour plus tard. C'est jamais revenu pareil. Et ça a été une grande leçon, en fait. De pas se monter le... Tout d'un coup, je viens de penser, ça fait vraiment penser à une éjaculation précoce, quoi. En fait, c'est un peu ça. En fait, il ne faut pas se monter le bourrichon. Maintenant, quand j'ai des scènes comme ça, elles viennent d'elles-mêmes. Tu fais aussi partie des rares acteurs français qui ont tourné avec Steven Spielberg, puisqu'en 2006, tu tournes dans Munich. Je sais que le casting a été un peu particulier, tu peux nous raconter ? Je venais de finir mon deuxième film et je suis parti en vacances avec Charlotte et qui m'a dit là tu vas arrêter le téléphone, tu vas tout arrêter, on est en vacances. Et on arrive, on était très loin, je sais plus, au soleil quelque part, l'île Maurice je crois. Et évidemment à la fin de la journée, elle a pris une douche, évidemment j'ai allumé mon portable direct. Et là j'avais un message de Dominique Besnéard qui était mon agent de l'époque et qui me dit il y a Steven Spielberg qui veut te voir. Je venais d'arriver, alors je lui ai dit écoute, je suis en vacances, est-ce que je peux pas le voir à mon retour, je peux même aller à Los Angeles le voir, etc. Il m'a dit non, il est là, quoi. Donc j'ai avoué à Charlotte que j'avais allumé mon téléphone, mais bon, j'avais une bonne raison. Donc le lendemain matin, j'ai pris un avion et je suis allé le rencontrer. Et je suis allé le voir. Non, avant ça, bien avant ça, en fait. Le casting, tu parles. Oui, bien avant ça, j'ai une directrice de casting qui m'appelle et qui me dit il faut venir pour faire le casting pour un film américain. Alors je dis c'est qui ? Elle me dit je peux pas dire. Je dis me fais pas chier, dis-moi ce que c'est. Je peux pas venir pour faire un truc, je sais pas ce que c'est. Elle me dit écoute, j'insiste, viens. Donc j'y vais. Et là je tombe sur un couple d'Autrichiens qui m'interviewent. Voilà, il n'y a pas de lecture, pas d'essai, rien. C'est des questions. Vous appelez comment ? Vous avez fait quoi ? Ceci, cela, ok, bon. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais il s'agit de quoi ? C'est qui le metteur en scène ? On ne peut pas dire. J'ai arrêté vos conneries, on ne peut pas dire Kubrick est mort. Spielberg était là l'année dernière, il a fait Catch Me If You Can, il a casté Nathalie Baye, il n'a pas fait tout votre cirque. Est-ce qu'il y a un autre metteur en scène à la hauteur de Kubrick ou de Spielberg ? On ne peut pas dire. Donc évidemment, j'imagine que quand Spielberg a vu l'interview, ça l'a fait marrer et il a demandé à me voir. Voilà. Et donc, quand tu l'as rencontré, il t'a demandé dans quoi il pouvait te voir jouer. Tu lui as passé le DVD de Ma femme est une actrice. Il m'a dit qu'est-ce que je peux voir avec vous et je lui ai dit mon film. Et alors il m'a dit je peux le voir où ? Je lui ai dit je vais chercher un DVD, je reviens. Donc je suis rentré chez moi, j'ai pris un DVD, et puis je suis revenu et je lui ai filé. Et 3 jours après, il me rappelle, allô, c'est Steven Spielberg. Ok. Et il me dit, je vous appelle je ne sais pas encore ce que je vais faire pour mon film, mais j'ai envie de faire un remake de Ma femme est une actrice. Et je voudrais les droits de Ma femme est une actrice. Je lui ai dit, une condition, c'est que je joue dans votre film. Voilà. Alors évidemment, c'était un peu une blague, il a bien compris l'humour. Et je me suis retrouvé dans son film, voilà. Mais il t'a quand même proposé un moment de le réaliser toi-même, le remake. Oui. Et tu as refusé. Oui, comme un imbécile. Pourquoi ? Parce que donc j'étais pas si vieux que ça, je l'avais fait 2 ans avant. Et il me dit, voilà, quand on s'est retrouvés sur le plateau, donc il avait déjà acheté les droits de remake, et même les droits de remake de mon film d'après qui n'était pas encore sorti, parce qu'il m'avait demandé à le voir. Et donc, je lui ai montré, et il aimait une scène du film, et il voulait mettre la scène du deuxième film dans le premier. Donc, il a acheté les droits des 2. Enfin, optionné les droits des 2. Et sur le plateau de Munich, il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu le ferais pas toi, le remake de Ma femme est une actrice ? Je lui ai dit, je ne vais pas faire le remake de mon propre film. C'est absurde. Et il m'a dit, non, moi, j'aimerais bien faire un remake d'un de mes films. Un jour, j'y reviendrai, etc. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je regrette vraiment quand même de faire un film produit par Spielberg. J'ai été con. Mais j'ai fait plein de conneries dans mon métier. Oui, tu as aussi dit que tu as en quelque sorte raté ta carrière américaine d'acteur. Non. Ça, je l'ai dit, ça ? Oui.
Tu l'as dit. Bon, on l'efface alors. Mais j'ai dit où, quoi, comment, pourquoi? J'ai regardé tellement de trucs et tellement d'interviews, je ne saurais pas te dire où je l'ai vu. Mais non, je l'ai vu. j'ai pas Parce que pu sinon, dire. je l'aurais pas noté. Non, mais alors j'ai pas pu dire que j'ai raté carrière américaine. Enfin, si, comme metteur en scène. Non, comme metteur en scène, pas comme acteur. En refusant pas mal de films qu'on m'a proposés. De réaliser aux États-Unis. Ouais, de réaliser aux États-Unis et je l'ai pas fait. D'accord. J'ai pas fait parce que c'est pas ma langue en fait et que je me voyais mal, même si je l'ai fait pendant un court métrage, New York I Love You. On y reviendra tout à l'heure. Je me sentais pas de travailler dans un pays qui est pas le mien. Je comprends pas. Voilà. Je le regrette aussi un peu, mais bon. Alors, tu as aussi doublé Tom Cruise sur plusieurs films, notamment sur Eyes Wide Shut. Comment tu t'es retrouvé de sa voix française? En fait, Kubrick demande toujours à des metteurs en scène. Le doublage, c'est un peu particulier. Hein, on fait une VF donc d'un film. Et souvent, il y a un directeur de plateau qui prend ça en charge, etc. Kubrick, il était tellement méticuleux qu'il demandait toujours à un metteur en scène qu'il aimait de s'occuper du doublage. Voilà. Et donc, il avait choisi Chéreau pour faire le doublage du film. Et donc, j'ai fait des essais et coup de bol, ou je sais pas, ma voix collait sur la gueule de Tom Cruise. Voilà. Et donc, voilà. Et en fin de compte, d'ailleurs, c'est Pascal Ferrand qui a remplacé Chéreau, qui était parti à ce moment-là, celui sur un film. Et c'est Pascal Ferrand qui s'est occupé du doublage. Alors, en France, tu as tourné avec des réalisateurs comme Éric Rochant, donc, Jacques Doyon, Catherine Corsini, Diane Curis, Michel Hazanavicius, Jean-Paul Rapneau, Claude Lelouch, Cédric Kahn, Éric Barbier, 2 films, Lucas Belvaux, 2 films aussi, pour ne citer que. Mais tu as refusé quelques grands succès populaires comme La vérité si je mens, Taxi, Le cinquième élément. Pourquoi et est-ce que tu le regrettes? On ne sait pas pourquoi on refuse des films. Enfin, il n'y a pas qu'une raison. Il y a d'abord le scénario, le rôle, le moment, l'humeur. Il y a un tas de raisons. Je me souviens très bien des raisons pour lesquelles j'ai refusé ces films. Taxi, par exemple, on devait tourner ce film à Paris, et puis au dernier moment, ils ont décidé de le faire à Marseille, et Charlotte allait accoucher de notre premier enfant. Et j'ai pas eu envie de me casser à Marseille. Voilà, c'est aussi bête que ça. J'avais envie de rester à Paris et d'être avec ma femme et mon nouveau-né. Même si j'allais tourner la journée, au moins j'avais envie d'être là un peu. Et partir à Marseille, ça voulait dire ne pas être là quand elle accouche, ne pas être là, quoi. Et donc j'ai refusé le film. Donc quelques années plus tard, quand il m'a traîné pour aller voir Taxi 3 ou 4 ou 5, j'en sais plus, je l'avais un peu mauvaise quand même. Alors, il y a un tournant dans ta carrière d'acteur lorsque tu tournes dans Rapt de Lucas Belvaux. Tu joues le rôle de Stanislas Graff, un homme d'industrie et de pouvoir qui est enlevé devant son immeuble par un commando de truands. Commence alors un calvaire qui durera plusieurs semaines. Tu as dit que c'était un rôle que tu attendais depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que il y avait c'était un rôle dense, quoi. C'est un rôle dense. Je veux pas minimiser les quelques films que j'avais fait avant, mais c'est rare les rôles intéressants quand même. On fait des films, oui, on fait des films. Des fois, on fait des films parce qu'on aime un metteur en scène, parce qu'on a besoin d'argent, parce que voilà. Mais un rôle aussi dense que celui-là, je l'attendais, ouais. Et c'était l'histoire du baron en pain, d'ailleurs, une histoire vraie. Et je trouvais le scénario, le metteur en scène. Ouais, j'attendais un rôle comme celui-là. Alors, tu as beaucoup maigri pour ce rôle, mais ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg. Comment tu t'es préparé? Comment tu as vécu ce tournage? J'ai maigri. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup, en fait. mais c'est la vérité. Ça veut dire que je devais perdre 25 kilos, donc c'est pas rien. Mais c'est une préparation en soi. Ça veut dire que perdre 25 kilos en 1 mois et demi, ça te met quand même dans quelque chose. Ça veut dire déjà, tu manges plus à table avec ta famille, tu manges plus à table avec tes copains, tu n'as plus de vie sociale, parce que tu dois manger des petites choses, tu ne veux pas être tenté, etc. Donc, en fait, ce régime, aussi bête que ce soit, enfin,
C'est bête, un régime. Mais un régime fait que tu t'isoles, tu vois plus personne, c'est de mauvaise humeur, t'as faim, etc., etc. Donc ça m'a mis de fait dans un état, ouais, dans le rôle. D'ailleurs, même pendant le film, je pouvais pas manger avec l'équipe, donc je mangeais dans un coin, toujours 50 grammes de riz, et c'était le rôle. C'était un type qui est enlevé, qui vit dans une cellule tout seul, et ensuite qui est très très isolé par sa famille, parce que pendant sa détention, pendant que la police le cherche, on découvre Sa vie explose. que sa vie d'avant est pas si belle que ce qu'on croit. Ça veut dire qu'il trompait sa femme, c'était un joueur, il dépensait beaucoup d'argent, etc., etc. Et donc il est rejeté par sa famille. Donc quand il est libéré et qu'il attend un minimum de chaleur des siens, le film, c'est vraiment le retour. Je trouve que c'est là que le film prend toute sa force et sa dimension. Alors on va maintenant parler de tes films, ceux que tu Ah, as réalisés. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à la réalisation ? en fait, quand j'ai découvert le cinéma, je savais pas si j'avais envie d'être acteur ou si j'avais envie d'être metteur en scène. Je savais pas. Alors évidemment, spontanément, j'ai eu envie d'être acteur parce que voilà, je regardais les acteurs que j'aimais, etc. Les premiers films, quand on les reçoit, on voit des acteurs. Quand on est jeune, on voit des gens, des personnages qui vivent des histoires extraordinaires, etc. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. Il y avait quelqu'un qui écrivait un scénario, qui racontait cette histoire, que c'était pas les acteurs, en fait. Qu'il y avait un type qui avançait sa caméra à un moment, qui faisait rentrer la musique à un autre moment, etc. Et que si l'histoire fonctionnait, c'était pas forcément qu'à cause des acteurs ou que grâce aux acteurs. Et là, j'ai commencé à me passionner pour la mise en scène. Et donc, je me suis dit que j'allais... donc, j'étais au lycée et je me suis dit qu'après le bac, je ferais une école de cinéma. Et j'ai pas eu mon bac. Et il n'y a aucune école de cinéma où on peut rentrer sans le bac. Voilà. Et j'ai pas eu du tout envie de redoubler. Donc, je me suis inscrit dans un cours de théâtre. À l'époque, il y avait au lycée, plus maintenant, mais des sections. Il y avait C, c'était les meilleurs élèves, parce que c'était très scientifique, etc. D, matheux, D, c'était encore scientifique. Et puis B, c'était l'économie. Et moi, j'ai fait seconde C, première D, terminale B, acteur. Voilà. Alors, ce qui transpire dans ton travail de cinéaste, c'est ton amour du cinéma et ta profonde compréhension du langage cinématographique. Pour rebondir un peu ce que tu disais juste avant, tu as dit la mise en scène, c'est traduire, raconter une émotion, raconter une idée en passant par beaucoup de choses. Ça ne passe pas que par l'acteur. Est-ce que tu peux, comme ça, nous donner un exemple de comment tu traduis une émotion par la réalisation ? En fait, l'acteur, c'est un outil dans un film. Ce n'est que ça. Quand on raconte une histoire, il y a des acteurs, mais il y a des travelling, il y a la musique, il y a la photo, il y a les décors, il y a les focales, les objectifs, et tout ça participe à raconter quelque chose. Alors évidemment, l'acteur, c'est un outil un peu plus délicat, mais il y a une grammaire au cinéma. Et d'ailleurs, si je reviens à ce que je disais au début, souvent, il y a une grammaire qui m'intéresse dans les films américains et beaucoup moins dans les films français. Je vois moins de mise en scène. J'aime cette grammaire-là. J'aime la façon que les Américains ont de raconter une histoire. Et donc, mes influences, elles sont là. J'ai appris le cinéma en regardant ces films-là. Mais donc, quand je fais un film, je me dis pas, je vais filmer un acteur. Évidemment, je vais filmer un acteur, mais il faut le filmer d'une certaine façon, en plan large, en plan serré. On le regarde d'où? Est-ce qu'on le regarde de près? Est-ce qu'on le regarde de loin? Quelle focale on met? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on est au-dessus de lui? En dessous? Ça donne au spectateur une sensation. Il ne faut pas évidemment que le spectateur s'en rende compte, mais nous, on peut le vérifier. En fonction d'où on place la caméra, ça ne raconte pas tout à fait la même chose, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Souvent d'ailleurs, quand je disais que j'étais émerveillé par les acteurs, mais un jour, je me suis rendu compte que Robert De Niro, aussi fort qu'il était, je ne comprenais pas comment il faisait pour me raconter tout ce qu'il me raconte sans dire un mot. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une caméra qui avançait tout doucement sur lui, que boum, il y avait la musique qui rentrait à tel moment, et que Robert De Niro, en fait, il faisait rien du tout, quoi. Et que c'était Scorsese qui faisait tout le boulot. Bon, évidemment, je ne veux pas réduire le travail d'un des plus grands acteurs du monde, mais
je caricature un peu pour raconter ce que c'est de la mise en scène. Comment on raconte quelque chose. On ne le raconte pas que par le dialogue. Voilà. Et que moi, j'ai l'impression qu'en France, on a une tradition de ça, une tradition du dialogue. On a des auteurs que les Américains n'ont pas. On a Molière, Marivaux, Musset, tous ces auteurs avec des archétypes de personnages, le jeune premier, le machin, etc. Les Américains, ils n'ont pas ça. Tout le monde peut tout jouer. Je caricature un peu, mais il n'y a pas cette tradition-là du théâtre, des vers, des mots, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que ils ont développé. Et en plus, souvent, les metteurs en scène américains n'écrivent pas leur scénario. Pollack, Spielberg, machin, ils n'écrivent pas leur scénario. Donc, forcément, quand on écrit soi-même un scénario, moi-même, je suis metteur en scène français. Ça veut dire que quand un acteur ne dit pas exactement un mot, ça me crispe. Ou quand, voilà, avec un metteur en scène américain, il y a plus de... Il faut amener quelque chose. Et j'ai l'impression que les acteurs français sont au service d'un metteur en scène. Et qu'on a perdu l'habitude de travailler parce qu'il y a un metteur en scène qui va nous dire quoi faire pour lui faire plaisir. Et que si vous avez une autre idée d'une scène, il peut toujours brandir la carte de dire c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui connais la vérité. Avec un metteur en scène américain, non. Un metteur en scène américain, il est curieux de votre lecture du scénario. Il se dit peut-être que cet acteur va m'amener une idée ou va me montrer quelque chose que j'ai pas vu. Et ça paraît fou, mais vraiment, c'est flagrant. Pardon, c'est flagrant quand on tourne aux États-Unis. On voit ça, et que quand on tourne avec les metteurs en scène français, souvent, ils ont écrit leur scénario, et c'est l'auteur, quoi. Cette chose, moi je déteste cette appellation contrôlée, par qui, j'en sais rien d'ailleurs, cinéma d'auteur. Voilà, ils ont écrit le scénario, et donc du coup, c'est comme si c'était des dieux omniscients sur un plateau, on peut rien dire, quoi. C'est eux qui savent. Donc on est un peu des marionnettes, que ce soit moi ou mon cousin Germain, c'est pareil alors. Voilà. Et donc, je pense que ça a empêché beaucoup, je pense que ça vient beaucoup de la nouvelle vague, avec tous ces auteurs qui sont arrivés, Truffaut, Godard, tout ça, bon, et qui ont fait que... Parce que le cinéma d'avant la nouvelle vague, il peut ressembler au cinéma américain. Quand on regarde Melville ou Verneuil, ou un peu dans tous les styles, mais le cinéma d'avant la nouvelle vague ressemble au cinéma américain. Et cette nouvelle vague, elle a tout explosé. Ça a été un mouvement tellement fort en France que tous les jeunes metteurs en scène ont été tellement inspirés par les méthodes de la nouvelle vague qu'ils ont commencé à faire un cinéma très différent, en tout cas de celui qui m'a donné envie, moi, de faire du cinéma. En 2001, tu réalises ton premier film, Ma femme est une actrice. Tu joues le rôle d'Yvan, un journaliste sportif marié à Charlotte, une comédienne célèbre, jouée par Charlotte Gainsbourg. Il y a aussi l'immense Terence Stamp et Noémie Lvovsky qui jouent ici pour la première fois. Un premier film très drôle, très réussi, qui a très bien marché, dont tu signes également le scénario et qui a l'air de tout sauf d'un premier film. On pense à Woody Allen avec cette voix off là au début qui fait penser à Manhattan. Au départ, c'était un court-métrage qui s'intitule I Got a Woman. Comment c'est devenu un long-métrage ? C'est devenu un long-métrage parce que, en fait, quand j'ai fait ce court-métrage, à l'époque, on mettait des courts-métrages devant les longs-métrages. Je ne sais pas quel âge vous avez, parce que je ne vous vois pas. Mais à mon époque, souvent, quand j'allais au cinéma, je voyais un court-métrage devant un film. Et ça n'existe plus. Maintenant, il y a 3/4 d'heure de pub. Et donc, Alain Chabat, qui avait fait Didier, m'avait demandé mon court-métrage pour le mettre devant son film. Et en fait, je suis allé à une projection, une avant-première de Didier. Et c'était à l'époque, il y avait des avant-premières sur Canal+, enfin, dans la salle de cinéma de Canal+, que c'était le principal financier du cinéma français. Et donc, ils organisaient à Canal, devant un tas de gens, des projections des films. Voilà. Et ce soir-là, je vais voir le film d'Alain Chabat. Je suis très détendu, sauf que quand la lumière s'éteint, ça commence par mon court-métrage.
Et ce soir-là, dans la salle, il y avait Claude Berry, un producteur célèbre de l'époque, qui, à la fin de la projection, est venu me voir et m'a dit vous n'avez peut-être pas besoin d'un producteur, mais au cas où, je suis là. Il m'a convaincu, alors que j'écrivais autre chose comme premier film. J'écrivais un film noir qui n'avait rien à voir avec Ma femme est une actrice. Un soir, je le croise dans la rue et il me tanne. Il sortait de Coup de foudre à Notting Hill. Et il me dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que les gens ont envie de voir. Arrête avec tes conneries là, de films noirs, machin, etc. Ton court-métrage, fais-en un long-métrage. Et en fait, j'y avais pas pensé. Et la vérité, c'est que je suis rentré chez moi le soir, je me suis mis devant l'ordinateur. Ça faisait des mois que j'écrivais l'autre. Et en une soirée, en une nuit, j'ai écrit 40 pages, les 40 premières pages du scénario qui n'ont pas bougé. Et donc, je lui ai envoyé le lendemain les 40 premières pages et il m'a dit, bah, tu vois, franchement, vas-y, continue. Et il en manque 40. Voilà. Et j'ai écrit ce scénario très, très vite. C'était mon premier film. Voilà. Et il y a une scène dans le film qui résume assez bien le propos. Hein, tu prends un café au comptoir pour situer avec ta sœur, donc Noémie Lvovsky. Quand une connaissance jouée par Lionel Abelansky pose les questions qui fâchent, on va l'écouter. Mais franchement, ça te fait pas chier de voir ta nana embrasser un mec dans un film? Même coucher avec lui, surtout qu'en plus, il reprend la scène plusieurs fois. Attends, t'as envie de me prendre la tête ou quoi? Non, je te jure, ça m'intrigue. Ça l'intrigue. C'est pour de faux. Quoi, qu'est-ce qui est pour de faux? C'est pour de faux, c'est pas vrai, c'est du cinéma. Mais attends, me prends pas pour un con, j'en ai vu des films. Quand ils s'embrassent, ils se roulent des pelles, ils se fourrent la langue dans la bouche quand même, me dis pas que c'est pas vrai. Je reviens pas de ce mec, je te connais pas depuis 10 minutes et tu me parles comme ça. Non mais attends, je veux pas te faire chier, mais je te jure, c'est un truc que je trouve incroyable quand même. Écoute. Ouais. Quand un mec flingue un autre mec au cinéma. Non, attends, ça t'intrigue. Je t'explique, ok? Ok. Mec, il a un revolver. Toi, tu crois que c'est un vrai revolver, mais c'est un faux revolver, il y a pas de balle dedans. Le mec, il fait semblant de tirer, l'autre en face, il fait semblant de mourir, on lui met du faux sang, mais en vérité, le mec, il est pas mort. C'est du cinéma. Alors tu t'amuses à brouiller les pistes entre la fiction et la réalité. On se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein. C'est d'ailleurs un des thèmes du film. C'est une façon de rendre ton propos plus réaliste. Absolument. C'est pour ça que je m'appelle Yvan, qu'elle s'appelle Charlotte, même si c'est pas nous, même si c'est pas notre vie, encore qu'un peu quand même. Mais voilà, je me suis amusé avec ça pour rendre plus crédible cette actrice, autant qu'elle s'appelle Charlotte, quoi. Voilà, elle s'appelait Patricia, Françoise, Marie-Christine, tout le monde l'identifie comme Charlotte, autant qu'elle s'appelle Charlotte. Voilà. Charlotte a dit, tourner avec Yvan, ça a été les expériences les plus intenses que j'ai eues. Yvan, il a un génie de liberté qu'il a obtenu en réalisant ce film. Alors pourquoi le fait de réaliser et jouer en même temps t'a apporté plus de liberté en tant qu'acteur ? Parce que j'étais pas, il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait. Ça veut dire que j'étais pas jugé par un autre metteur en scène. Je pouvais dire ce que je voulais, quand je voulais, improviser. Je me suis senti totalement libre. Effectivement, quand on arrive sur le film de quelqu'un, il a écrit un texte, on dit son texte, on fait ce qu'il nous demande, on va de là à là. Bon, des fois, on n'est pas d'accord, on discute, etc. Mais c'est son film. Là, c'était le mien. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Et donc, ça a été une... D'ailleurs, je me suis dit que quand on fait l'acteur, il faudrait le faire à chaque fois comme ça, même pour quelqu'un d'autre. Il faut s'en foutre, il faut être capable de faire tout ce qui vous passe par la tête au moment où les choses arrivent. Il n'y a aucune raison de se freiner, de se frustrer, de ne pas tenter, de ne pas essayer. Donc, me retrouver devant ma propre caméra, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup amusé surtout. Alors Charlotte a dit aussi que quand tu la diriges, t'es très chiant, très exigeant, très dur, particulièrement avec elle, qu'elle a même du mal à sentir que tu es satisfait de son travail. Alors, quelque chose à dire pour ta défense ? Elle le vit comme ça. Je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis le même avec tous les acteurs. Dans mon avant-dernier film, pour le coup, parce que j'en ai tourné un autre depuis, mais qui n'est pas encore sorti, mais dans Les choses humaines, j'ai tourné avec mon fils. J'étais aussi dur avec lui qu'avec Charlotte et qu'avec tous les autres acteurs. Alors peut-être que à un moment sur le plateau, c'est moi le chef.
elle le vit mal. Peut-être c'est un peu ça. D'accord. En 2003, tu as fait Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 2 ans après Ma femme est une actrice, avec toujours donc avec toi, Charlotte, Alain Chabat, Emmanuel Seigné et Alain Cohen. Ça raconte l'histoire de Vincent, la quarantaine, qui a tout pour être heureux. Comblé par son travail, il vit avec Gabrielle, sa femme qu'il adore, et Antoine, leur fils. Mais la crise de la quarantaine n'est pas loin, et Vincent se pose des questions sur sa vie de couple. Il y a des scènes de comédie vraiment hilarantes. Ça pourrait, mais ça n'est pas la suite de Ma femme est une actrice. Les personnages sont différents, et puis ils s'appellent différemment, ils ont d'autres métiers, etc. Pourquoi tu as mis cette distance supplémentaire en changeant la caractérisation de tes personnages ? Parce que c'était plus les mêmes, c'est pas la même histoire, ça parlait pas des mêmes choses. C'est un autre film. Et tu avais au départ pas du tout envie de jouer dans le film, tu voulais te concentrer qu'à la Mais même sur réalisation. Ma femme est une actrice, en fait. D'accord. Sur Ma femme est une actrice, j'ai proposé le film à un acteur qui m'a dit non, j'ai proposé le film à un autre acteur qui m'a dit non. Je me suis dit, bon, bah maintenant je vais le jouer moi, quoi, et je vais arrêter de me faire chier. On peut encore une fois saluer la réalisation, très inventive, à fleur de peau. Il y a une dimension différente par rapport à Ma femme est une actrice, il y a une dimension onirique par moment, comme cette scène qui est assez culte entre Johnny Depp et Charlotte. Tu peux nous parler un peu de cette scène qui est un moment un peu à part dans le film ? Je cherchais comment raconter l'histoire d'une femme donc qui n'est pas forcément heureuse chez elle et qui va, par une apparition, tout d'un coup, entrevoir peut-être autre chose. Alors je cherchais, et je me suis dit, à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique, et à l'époque aussi, il y avait un magasin qui s'appelait Virgin Megastore, et on pouvait écouter de la musique. Maintenant, c'est génial, on a tout sur le téléphone, on peut taper les nouveautés, les machins, les trucs, on vous propose des choses, mais avant, non. Avant, il y avait des bornes avec des casques, et on écoutait des nouveautés. Et donc, j'ai imaginé une scène où cette fille écoute de la musique, et puis tout d'un coup, un type arrive, parce qu'il y avait des bornes avec 2 casques, et qu'un type arrive, et qu'il écoute la même musique, et qu'il y avait, tout d'un coup, cette scène pouvait se passer comme ça, où elle flash sur ce gars à côté d'elle, et une espèce de moment entre eux, écoutant la même musique. Donc, l'idée est venue comme ça. Voilà. C'est une très très belle scène, très réussie. Bah, merci. Je suis sûr que Johnny Depp l'a mis dans sa bande démo. Parce que... En 2008, tu réalises 2 segments d'un film américain à sketch, New York I Love You. Tu diriges Chris Cooper, Robin Wright Penn et Ethan Hawke, entre autres. C'est un bon souvenir. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure américaine ? Très très bon souvenir. Très bon souvenir. Parce que voilà, j'étais jeune, j'étais à New York, je tournais sur les trottoirs de New York avec des acteurs américains. J'étais là où je voulais être. Voilà. Mais c'était une expérience assez... Enfin non, c'était génial. En plus, j'ai tourné la nuit. Donc je me souviens à la fin de la nuit de tournage, rentrant à mon hôtel, regardant le ciel de New York, les gratte-ciel, etc. C'était un rêve qui se réalisait. C'était un peu un rêve qui se réalisait. Et puis c'était amusant à faire parce qu'il y avait énormément de metteurs en scène. Chacun réalisait un film. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit 3 scénarios pour qu'ils en choisissent un. Et en fait, ils en ont éliminé un, mais ils n'arrivaient pas à se départager avec les 2 autres. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais tourner les 2 autres. Mais chaque metteur en scène avait 2 jours pour tourner un film. Et donc, moi, j'avais 2 jours pour en tourner 2. Donc, j'ai fait les 2, mais les 2 sont restés au montage. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'après, on montait tous au même endroit. Donc, j'ai croisé des gens qui faisaient leurs films eux aussi. Et c'était marrant de se les montrer, d'échanger, de parler. Voilà, c'était une expérience super. En 2012, Do Not Disturb, remake du film américain Hump Day. L'histoire d'un pari entre 2 potes hétérosexuels, toi et François Cluzet, qui se lancent le défi de coucher ensemble devant une caméra à l'occasion d'un festival de films gays amateurs. Pourquoi tu as eu envie de faire le remake de ce film ? Est-ce que je peux être totalement sincère ? Ah, mais s'il te plaît. UGC est venu me voir pour faire le remake de ce film. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je crois que j'avais un autre projet en plus à moi.
Une semaine après, ils sont revenus en augmentant mon salaire. J'ai dit non, m'intéresse pas. Une semaine après, ils m'ont augmenté mon salaire considérablement. J'ai tenté un pari, je me suis dit, je vais dire non encore. Pour voir jusqu'où ils vont. Et j'avoue, ils sont montés très très haut. Et je pouvais plus refuser. C'était pas possible de refuser. Donc j'ai fait ce film en très peu de jours, pour beaucoup d'argent donc. Mais ça m'a amusé quand même. C'était amusant de faire un film que j'avais pas écrit, de me retrouver. Malgré tout, il y avait quand même des choses intéressantes. De me retrouver dans la position d'un réalisateur qui tourne un film qu'il n'a pas écrit. C'était très amusant à faire, mais je reconnais. Bon, voilà la vraie raison, quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Je n'ai pas honte du film. J'ai un peu honte du sujet du film. Je comprends pas très bien ce que ça raconte, mais oui, parce qu'il y a quand même une grande question qui plane sur tout le film, c'est ouais, mais enfin, je sais pas, voilà. Ça a amusé beaucoup UGC, quoi. Voilà. En 2016, tu réalises un film à sketch qui s'appelle Ils sont partout. Alors on a tendance à penser Ils sont partout les Juifs, mais là non, hein, Ils sont partout les antisémites. Au casting, on retrouve Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, Grégory Gadebois et Denis Podalides, Gilles Lelouch et François Damiens. Ça fait un peu penser par sa construction au film de Woody Allen, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Là, ça aurait pu s'appeler Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Juifs. C'était mon titre de travail d'ailleurs. Magnifique. Tu t'interroges donc sur tes origines juives. Tu as dit ce sont les antisémites qui font de moi un juif. Pourquoi ? Parce que moi, je vois pas la différence qu'il y a entre moi et n'importe quel garçon pas juif dans cette salle. J'en vois aucune. La seule différence, c'est que moi, on me regarde comme juif. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un film là-dessus. Ça veut dire s'interroger vraiment sur les clichés antisémites. Voilà. Bon, après, évidemment, il y avait un climat. Il y avait un antisémitisme qui grondait, qui était beaucoup moins affirmé que quelques années après. En tout cas, j'ai fait ce film, bizarrement. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait. Et le jour où j'avais rendez-vous chez France Télévisions pour obtenir des financements de France Télévisions, il y avait la prise d'otage de l'hypercachère. J'ai cru que ça allait me donner raison. J'avais envie de dire à la patronne de France Télévisions, vous voyez. Et ça a effrayé tout le monde. Moi, j'avais écrit une espèce de comédie, un film à sketch, pour essayer de rigoler un peu de ça. Sauf que c'est arrivé dans un contexte terrible. En plus, pendant le montage, il y a eu le Bataclan, juste avant la sortie, etc. Donc le film est arrivé à un moment où le sujet était compliqué pour beaucoup de monde. Voilà. Alors les sketchs, ils sont entrecoupés de scènes où tu parles à ton psy. Hein. La frontière entre la fiction et la réalité, je pense, n'a jamais été aussi fine. Hein. Même si tu pousses toujours un petit peu plus loin pour la comédie, parce que ça m'étonnerait que tu connaisses le nombre de juifs qu'il y a dans chaque pays. Je m'en souviens plus. C'est un peu toi, ce personnage qui voit des antisémites partout. Oui, enfin, c'était un peu moins exagéré. J'avais besoin d'un personnage un peu obsédé par ça, qui ne voit que ça, qui est terrifié par ça, etc. C'était quand même, ce personnage, une espèce de caricature de moi. La présidente de la Société israélienne de recherche sur l'humour, Harry Sauver, alors là, écoute bien, parce qu'après, je vais te poser une question, a dit de ton film « La dimension critique du film risque de ne pas susciter de réaction d'empathie. En passant en revue les clichés antisémites, Yvan Attal tend au public un miroir peu flatteur. Regardez comment vous nous percevez. Et dans le cas de la France, ce n'est guère rassurant. Dans sa position de réalisateur, comme sur le divan, Yvan Attal ne véhicule pas l'image du juif en situation de faiblesse, il se révolte. Et assène aux spectateurs le message choc, c'est vous qui n'êtes pas normaux.
un message courageux qui peut ne pas plaire à tous. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse ? Je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris, mais si je comprends bien ce qu'elle veut dire, je crois qu'elle veut dire qu'on aime bien les Juifs tant que ce sont des victimes. Mais dès que les Juifs se révoltent, ça fait un peu plus chier. Voilà. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Ça veut dire que tant que on regarde les Juifs comme des pauvres opprimés par les nazis ou par je sais pas qui, mais dès que les Juifs se défendent, à ce moment-là, on a un peu moins d'empathie pour eux. C'est peut-être ce qu'elle veut dire, je crois, si j'ai bien compris. Oui. Pas tout à fait sûr. Entre autres. Ça a mal commencé. Entre autres. Mais tu penses que c'est pour ça que le film n'a pas trouvé son public en salle ? Non, mais le film n'a pas. D'abord, j'ai pas fait ce film pour faire des entrées, ça, c'est sûr et certain. Je me suis pas attaqué à ce sujet en me disant je vais faire un film normal. Je sais pas comment dire. S'attaquer à un sujet aussi délicat, c'est parce que j'avais envie de parler de ça, mais je m'attendais pas à faire le succès de Taxi ou d'Autant n'emporte le vent, quoi. Bon, je savais bien que c'était un film problématique et délicat. Donc, l'échec commercial du film m'a pas du tout étonné. Mais en revanche, à l'époque, c'était le début de Netflix et la veille de la sortie, Netflix a acheté le film pour le monde entier. Il y est toujours d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Il est toujours sur Netflix depuis 6 ou 7 ans. Et ça a sauvé le producteur de l'échec du film. Alors en 2017, tu enchaînes avec Le Brio, ton plus grand succès en tant que réalisateur jusqu'à présent, plus d'1 million d'entrées, avec Daniel Vauteuil et Camélia Jordana, qui a reçu le César du meilleur espoir pour ce rôle. Ça parle d'un professeur de droit connu pour ses provocations racistes qui doit former une jeune banlieusarde d'origine maghrébine qu'il a publiquement humiliée à un concours d'éloquence pour sauver son image et éviter d'être envoyé. En s'appuyant sur Schopenhauer, il va lui apprendre les différents stratagèmes qui permettent de toujours avoir raison. Une comédie anti-préjugés et pro-intégration, une comédie politico-sociale engagée, mais en même temps drôle et légère. Est-ce que tu penses que le cinéma a un rôle politique à jouer ? Oui. D'accord. Le message principal du film est qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut s'améliorer chaque jour, et cela peu importe si on a grandi en banlieue ou dans les beaux quartiers. Tu as d'ailleurs dit, le film raconte qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il faut arrêter de se poser comme victime. C'est quelque chose qu'on t'a transmis ou tu l'as compris avec l'expérience ? L'histoire de cette fille, c'est mon histoire, en fait. C'est un peu là où je voulais en venir. J'ai grandi dans une banlieue avec des parents qui n'avaient pas d'argent, qui ne faisaient pas de cinéma, chez qui le souci de boucler la fin du mois les empêchait absolument d'aller acheter des disques, aller au théâtre, aller au cinéma, même s'ils me mettaient au cinéma parce que c'était moins cher de payer une place de cinéma permanent, en plus. C'est-à-dire, à l'époque, une place de cinéma, ça coûtait 4 francs, je crois, au Gemini, à Créteil. C'était pas le prix d'une femme pour me garder ou d'une garderie qu'il fallait payer tous les mois, etc. Bon, peu importe. Donc, j'ai grandi dans une famille où rien ne me prédestinait à faire du cinéma et voilà, on m'a pas fait écouter de musique, on m'a pas montré des films directement à la maison, on m'a pas amené à l'opéra, on m'a pas fait lire des livres. Voilà, et donc du coup, j'avais envie de parler de ça. Je suis persuadé que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de déterminisme social. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est à un endroit qu'on a les pieds cloués au sol et qu'on est obligé et condamné à rester toute sa vie au même endroit. Voilà. Ça touche. En 2019, Mon chien stupide, l'adaptation d'un roman de John Fante, entre la comédie italienne et Woody Allen, encore une fois. On va écouter un tout petit morceau. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre homme ?
Comme moi, il a fait un bon film, puis après il a essayé d'en refaire un, puis il n'arrive pas. Il y a aussi, il met tous ses problèmes sur le dos de ses enfants, de sa famille, qui lui bouffe son temps, et il va arriver un chien dans sa vie, un gros chien qui va un petit peu mettre le feu aux poudres et exploser tout ça. Le projet d'adaptation remonte à une 20aine d'années avant le film. Il y avait Claude Berry, dont tu parlais tout à l'heure, qui t'avait proposé de le réaliser, parce qu'au départ, il devait se faire en anglais avec Peter Falk, que lui parlait pas assez bien anglais, et à l'époque, tu avais refusé de le faire. Pourquoi ? Parce que je crois que j'avais rien compris au bouquin. J'avais 30 ans et j'avais pas encore des enfants. Voilà. Alors c'est vrai que c'était tentant. Il avait au casting Peter Falk et Gina Roland. Et voilà, il fallait partir à Los Angeles pour aller faire ce film en anglais. Encore une fois, c'est pas ma langue, c'est pas mon pays. Et là, non seulement je comprenais pas vraiment bien l'anglais ni le pays, mais en plus, je j'étais pas à cet endroit. Ça veut dire le cynisme de ce type, son aigreur, le fait qu'il en veuille à tout le monde autour de lui, etc. Je crois que je comprenais pas vraiment encore l'humour, et j'étais pas touché par ce personnage. Et le hasard a fait que 20 ans ou 30 ans après, on me l'a reproposé pour le faire ici. Et là, en relisant le livre, je me souviens d'un été où j'étais avec ma femme et mes enfants, et je lisais le livre et je reconnaissais tout le monde, quoi. Ma femme vieille, mes enfants qui me cassent les couilles. C'est de l'humour. Il y a ma petite fille dans la salle. Mais là, tout d'un coup, j'ai pu m'identifier à ce personnage. Ça m'a fait beaucoup rire. Et il est même possible, puisqu'on m'a demandé, là, je pense que si les choses se concrétisent, je n'hésiterai pas, mais on m'a demandé de faire un remake américain du film. Du film, magnifique. Tu le disais, même si c'est une adaptation, tu flirtes encore une fois avec l'autofiction, parce qu'on peut facilement vous identifier à vos personnages. Tu as mis dans le film d'ailleurs de véritables images d'archives, de Charlotte à 20 ans. On la voit même s'occuper d'un bébé. C'est assez troublant. Hein. Et tu as dit, je ne fais pas ce film pour parler de moi, c'est une adaptation, j'ai pas l'impression de montrer ma vie. Et pourtant, Charlotte a dit, c'est un film sincère qui dit des choses de nous deux. Yvan n'a pas mis beaucoup de filtres, il a été assez loin, il a été assez courageux. Alors, qui dit la vérité ? On dit tous les deux la vérité. Ça veut dire que quand on fait un film, le film parle forcément de vous, quoi qu'il arrive. On fait jamais un film, à part Do Not Disturb. on fait jamais un film avec lequel on sent pas une proximité ou une intimité, quelque chose qui vous parle, que ce soit un sujet politique ou que ce soit une histoire d'amour, donc forcément vous mettez des choses de vous. Mais c'est pas moi qui ai écrit ce livre. Et à un moment, effectivement, il y a une scène où il est très content de voir chaque enfant se casser de la maison. Il fait un compte, il fait un décompte. Il en a 4, 4 moins 1, ça fait 3, 4 moins 2, 4 moins 1. Et enfin, tout le monde s'est cassé. Il finit par s'engueuler avec sa femme se casse. Il se retrouve tout seul avec son chien. Et même le chien disparaît. Et là, ce type se retrouve seul, alors qu'il a prétendu rêver de cette solitude. Pendant tout le film, il se plaint de toute cette famille qui supporte plus. Il dit d'ailleurs qu'il n'arrive plus à travailler, qu'il n'arrive plus à écrire, parce que ça lui bouffe la tête de s'occuper de cette famille. Et là, tout d'un coup, il se retrouve tout seul. Et il se met à écrire. Et quand il se met à écrire, il réalise à quel point sa femme, ses enfants lui manquent. Et donc, il y a effectivement une séquence où il raconte sa vie, d'ailleurs. C'est ça le livre qu'il écrit. Il parle de ça. Et donc, on voit des images de son bonheur passé. Alors, c'est difficile. Je me suis servi d'images de ma vie à moi. Mais si j'avais pu tourner... Enfin, d'ailleurs, j'ai demandé aux jeunes acteurs qui jouaient mes enfants de me filer des films à eux
aussi enfant. Ça veut dire les gens ont reconnu Charlotte, mais il y avait des images de tous ces jeunes acteurs qui ont été filmés par leurs parents depuis leur naissance jusqu'au moment où on tournait. Et j'ai pioché pour montrer voilà, que le temps était passé, etc. Mais donc, j'ai forcément utilisé aussi des images de ma propre vie. Donc, il y a ce moment où il y a toutes ces images qui défilent dans sa tête, mais le principe est totalement, comment dire, narratif, quoi. C'est pas du tout une envie, moi, de montrer des images de mes petits films de vacances ou de Charlotte avec nos enfants, etc. Si j'avais pu mettre ça en scène, je l'aurais fait. Mais c'est impossible de trop. Enfin, c'était difficile d'aller filmer Charlotte à 20 ans. Elle en avait 50. Bon, alors, à moins de grands trucages, etc., on n'a pas les moyens de faire tout ça. Mais donc, et puis c'était amusant d'avoir cette texture d'image, ces vieilles images. Mais ça voulait pas dire, c'était pas une chose impudique, c'était pour raconter le bonheur passé. Donc il y avait des images, certes, de ma vie passée avec Charlotte, mais de la vie de tous ces acteurs enfants. Alors, je voudrais qu'on parle d'une scène formidable où tu fumes un joint avec Charlotte. Mm-hmm. Moi, je trouve personnellement que c'est dans ce genre de scène qu'on voit les grands acteurs, parce qu'on pourrait penser que vous avez vraiment fumé. Comment on travaille une scène comme celle-là ? Comment tu trouves l'ivresse ? J'avoue que j'avais bu un coup. D'accord. J'avoue que j'avais bu un coup, mais ça fait pas la scène. Ça veut dire que il y a aussi la complicité avec Charlotte. C'était facile de trouver ce fou rire avec elle. Ça veut dire que, alors que ça tournait, je pouvais dire un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec la scène pour nous amuser. Et puis, dès que le fou rire était déclenché, le vrai fou rire, à ce moment-là, on s'est mis à dire le texte de la scène. Parce que je voulais un vrai fou rire, quoi. Et effectivement, je sais que dans la scène, je pleure de rire vraiment, quoi. Je m'essuie les larmes tellement je rigole. Mais en fait, en fin de compte, c'est comme ça que font tous les acteurs. On se met en condition. Là, c'était un peu plus facile parce que il y avait Charlotte avec moi et qu'on a une complicité de quelques années maintenant. Donc, c'était facile. Enfin, facile, mais en même temps, il y a une équipe autour de nous. Mais d'ailleurs, je crois que tout le monde se marrait quand on tournait la scène. Alors, on va passer à ton dernier film à ce jour, puisque tu en as fait un autre, mais il n'est pas encore sorti. En 2021, Les choses humaines, ton premier film dramatique. Mm-hmm. Un jeune homme issu d'un milieu bourgeois est accusé de viol par la fille du compagnon de sa mère, issue quant à elle d'un milieu juif orthodoxe plus modeste. Elle l'accuse, il nie. Qui est-il ? Qui est-elle ? Est-ce qu'ils disent la vérité ? Est-ce que seulement il y a une vérité ? Tu as dit, j'ai eu un plaisir immense à changer de registre. C'est quoi la différence entre réaliser une comédie et un drame ? En réalité, il n'y en a pas. Ça veut dire que quand on s'attaque à une histoire, il y a toujours des questions spécifiques à cette histoire. Comment on va la filmer, comment on va la raconter. Les questions restent les mêmes. Les réponses ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on filme, on cherche toujours une vérité. Voilà, on cherche à raconter une scène, une histoire, de coller au personnage, de se poser les questions vraiment de ce qu'on raconte. En réalité, il y a aucune différence. On a des objectifs, une caméra et les mêmes outils pour faire un film. Donc, en fait, il n'y en a pas. Il faut juste se demander, au moment de la préparation du film, quel film on fait et se poser les bonnes questions pour tenter d'avoir les bonnes réponses. Mais en réalité, on se pose toujours les mêmes questions. Alors, le film est adapté du roman de Karine Thuil. Ça parle de la culture du viol, de la zone grise du consentement, un sujet brûlant. C'est aussi une réflexion sur la complexité des sentiments humains, le sens de la vérité et notre habilité à juger autrui. Tu poses les questions et c'est au spectateur de se faire son opinion, comme les jurés dans la peau desquels tu nous places lors du procès. La construction dramatique est en 3 parties, lui, elle, le procès. Pourquoi tu as choisi cette construction ? Parce que, en fait, quand j'ai lu le livre, comme je suis le père de garçons et de filles, je me suis identifié aux parents du garçon et aux parents de la fille. Et j'arrivais pas à choisir mon camp, à trancher, à me dire qui a raison.
Si j'étais le père de cette fille, je serais dans le même état que le père de cette fille dans le film ou dans le livre. Et si je suis le père de ce garçon, je serais pareil, dans le même état et avec les mêmes arguments que le père de ce garçon dans le film. Et du coup, en réfléchissant au film, je sais pas, c'est venu spontanément. Je me suis dit, qui est ce garçon? Qui est cette fille? Et puis à un moment, ils se rencontrent, il se passe ce qui se passe. Et puis ça va les conduire au tribunal. Alors le procès est entrecoupé de flashbacks qui montrent ce qui s'est passé ce soir-là jusqu'à ce qu'ils entrent dans le fameux local à poubelle où s'est déroulé le viol. Les faits. Alors parce que tu as dit, oui, Mila est bien victime de viol, il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Ouais. Parce qu'en plus, tu termines vraiment sur son traumatisme, elle sort on termine là-dessus. Et pourtant, j'ai vu que tu avais hésité au montage, que tu avais eu la tentation de faire une fin plus ambiguë. En fait, le film est compliqué parce qu'il est très nuancé. Ça veut dire qu'effectivement, on voit la douleur de cette fille, on comprend qu'elle ne ment pas, mais on voit le trouble dans lequel est ce garçon qui est persuadé, et je le crois aussi, qu'il ne l'a pas violée. Ça veut dire je le crois lui, pensant qu'il ne l'a pas violée. Et du coup, le film ne donne jamais de réponse. Et à la fin, effectivement, il rentre dans un local poubelle. Et c'était très tentant de finir là, de finir sur la porte qui se referme, la caméra qui avance, et stop. Parce que c'était, je pense, un geste cinématographique plus fort. Naturellement, le montage faisait que le film s'arrêtait là. D'ailleurs, mais c'est pas ce que j'avais écrit. Dans le scénario, il y avait écrit que la porte se réouvrait, que le garçon sortait, et puis que la fille sortait et qu'on finissait sur son visage dévasté. Mais quand je suis arrivé au montage, c'est vrai que cette coupe était naturelle. Et quand j'ai montré le film la première fois, je suis allé jusqu'au bout. Et pratiquement tout le monde, notamment les distributeurs, Gaumont, m'ont dit mais il faut couper avant. Et donc j'ai coupé avant. Et après, je revois le film et je me dis il me manque quand même quelque chose. Donc je le remets. Et puis d'autres gens voient le film et me disent il faut couper. C'est vrai que le film s'arrête là, ça donne pas de réponse. Et en fait, sincèrement, je n'arrivais pas à prendre de décision. À la fois, j'étais vraiment partagé entre le sens que je voulais donner aux choses et le geste de cinéma. Ça veut dire le montage naturel. Et donc, j'ai fini par opter pour celui-là. Et on a montré le film et pour des festivals. Et quand on l'a montré pour le festival de Venise, les gens étaient en colère après le film. Le sélectionneur, etc. Et la distributrice a eu l'intelligence de dire « Attends, tu n'as pas vu le film avec la fin d'Yvan ». Et on lui a remontré le film avec cette fille qui sort de là. En fait, je pense que ça... Alors d'abord, j'étais très content, parce que moi j'avais... Donc on a montré le film avec cette version-là, au Festival de Venise. Mais après, on m'a demandé ce que je voulais faire pour la sortie du film. Pour moi, il n'était plus question de toucher le film. Et qu'en plus, c'était ça que je voulais vraiment raconter. Mais je pense que le film est sorti à un moment, et ça n'a pas changé, les débats sont toujours brûlants autour de ce sujet. Et donc, il fallait pas être ambigu. Voilà, il fallait pas être ambigu parce que le film l'est trop jusqu'à la fin. Et du coup, il fallait quand même il fallait quand même se positionner. Il fallait quand même dire quelque chose. Et en fait, ne pas dire ça, c'était peut-être aller dans le sens de certains, parce que moi, je ne pense pas,
Mais c'était quand même aller dans le sens de certains qui pensaient que je voulais absolument raconter que cette fille disait n'importe quoi. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais je voulais pas, même avec cette fin où la porte ne s'ouvre pas sur elle à la fin, je pense pas que le film disait ça. Mais ça leur donnait matière à polémiquer. Voilà. Et avec cette porte qui s'ouvre et elle qui sort, il y a plus de doute sur sa version à elle. Voilà. Alors, tu as confié le rôle du jeune homme à ton fils Ben, qui est excellent. Tu as tout de suite pensé à lui Oui. Tout de suite, d'accord, dès la lecture du roman. Oui, dès la lecture du roman. D'abord, j'avais tourné un peu avec lui dans Mon chien stupide. Tout à fait. Ça, en revanche, j'ai accepté qu'il fasse des essais parce que le roman l'avait fait beaucoup rire. C'est un roman qu'il aimait, lui, parce qu'il s'est totalement identifié à un des personnages qui fume des joints toute la journée. Même si depuis, il s'est arrêté. Ce qui me rend très fier et qui me rassure beaucoup, parce qu'il avait une grosse consommation. Donc, il a voulu passer des essais. Et donc, je lui ai fait passer des essais au même titre qu'un tas d'acteurs. Et j'avais du mal à admettre qu'il était bien, parce que j'avais peur de caster mon propre fils dans mon film. Et la directrice de casting, le producteur et tous les gens qui voyaient les essais m'ont dit « Mais enfin, c'est évident, quoi. » Et moi, je voulais pas voir cette évidence, parce que ça me faisait peur, quoi, de tourner avec lui, pour un tas de raisons, de dire, voilà, je prends mon fils dans mon film, etc. Bon. Mais j'ai fini par le faire, parce que c'est vrai qu'il était très bien. Donc, j'ai fini par le caster dans Mon chien stupide. En revanche, quand j'ai lu le roman des choses humaines, il n'y avait pas de doute, j'avais envie de faire le film avec lui, et j'ai même envie de faire encore un autre film avec lui. Mais avec mes autres enfants aussi. En fait, on fait des films avec des gens qu'on aime. Donc, à partir du moment où il y a des rôles pour eux, s'il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle. Là, je viens de faire un film, il y avait des rôles pour personne. Voilà, il n'y a personne de ma famille dans mon film. Mais à part moi-même. Mais ceci dit, je ne voulais pas jouer dans mon film. Encore une fois. Ouais, c'est vrai. Je ne voulais pas jouer dans mon film, et là, j'ai joué dans mon film pour des raisons économiques. Ça veut dire qu'il n'y avait tellement pas d'argent dans le film que je ne pouvais pas me permettre de donner le premier rôle à un acteur. Comme je vous ai dit qu'à une époque, pour un film, j'avais gagné beaucoup d'argent, je peux vous dire que là, j'ai fait un film gratos. Voilà. Parce que ça devient très compliqué de financer le cinéma. Bon, peu importe. Donc, on fait des films avec les gens qu'on aime. Donc, s'il y a des rôles qui correspondent à des gens que vous aimez, pourquoi vous privez ? On passe 8 semaines... D'ailleurs, ces films que j'ai faits avec Charlotte ou avec mon fils, c'est le plus bel album photo que j'ai. Ça veut dire... voilà, ça, c'est des expériences quand même. Alors, du coup, tu peux nous dire un petit mot sur ton prochain film que tu viens de finir de monter ? Alors, c'est difficile de parler d'un film quand on n'a pas encore compris comment en parler. Mais j'ai écrit ce scénario avant Les choses humaines. J'ai écrit ce scénario après Mon chien stupide, voulant passer à autre chose. Ça veut dire que j'en avais marre de la comédie. Donc j'ai écrit un film plus noir, une espèce de thriller. C'est l'histoire d'un type qui tue quelqu'un par accident. Je ne peux pas vous raconter tous les détails. Qui tue quelqu'un par accident, qui n'ose pas se dénoncer. À la fois par lâcheté, mais aussi pour un tas de raisons. Et c'est les dommages collatéraux et sa culpabilité grandissante de voir toutes les conséquences de cet acte, le mal que ça fait autour de lui. Donc, je l'ai tourné avec Canet, Maïwen et Marie-Josée Croze. Et joli casting. Très joli casting. Bah, écoute, on attend ça avec impatience. On va donc du coup clore notre entretien là-dessus et on va pouvoir passer aux questions du public. Du coup, si vous avez des questions, ben, vous pouvez lever la main et Salem va vous apporter le micro. Est-ce qu'il y a une première question ? C'est peut-être une question un peu convenue et on va peut-être mettre les pieds dans le plat, mais j'ai senti comme une sorte de... Le mot est peut-être un peu fort, mais d'aigreur envers le cinéma français, ou en tout cas l'état dans lequel est le cinéma français aujourd'hui. Et en tant que jeune cinéaste qui arrive là-dedans un peu en se posant plein de questions et en se disant est-ce que c'est le cinéma qui me ressemble ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ?
Dans quel état est le cinéma aujourd'hui pour vous, français, l'industrie, etc. Et est-ce qu'on peut le sauver? Ou est-ce qu'il mérite d'être sauvé? Alors, j'ai aucune aigreur par rapport au cinéma Non, français. Aucune. Et j'adore le cinéma français. Il y a un tas de metteurs en scène, d'acteurs, il y a énormément de talent en France. Je dis juste que quand je dis j'aurais aimé être un acteur américain, j'allais dire c'est une blague. C'est pas tout à fait une blague, mais c'est une blague quand même. Et puis, si moi, je voulais être un acteur américain, je suis sûr que si on pose la question à tous les acteurs de ma génération, c'est le cinéma américain qui leur a donné envie de faire du cinéma. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand moi, j'ai débuté, il y avait encore une énorme influence de ce cinéma de la nouvelle vague qui m'a intéressé beaucoup plus tard. Mais depuis, je trouve que le cinéma français a beaucoup changé. Ça veut dire que depuis, il y a énormément de gens de ma génération et chez les plus jeunes qui se sont débarrassés un peu des codes de ce cinéma-là. Donc, je trouve pas du tout que le cinéma français aujourd'hui soit un cinéma, inférieur. Alors, certes, on fait pas des films avec les moyens des Américains. Et je pense que c'est aussi un gros problème. Faire un film, ça coûte de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent, on peut pas le nier. Alors en même temps, c'est pas que ça, il faut aussi avoir une vision, il faut aussi avoir une envie de raconter quelque chose. Mais pour raconter cette chose, bien souvent, comme on aurait envie de la raconter, on n'a pas forcément les mêmes moyens que certains metteurs en scène américains. Mais je trouve pas que le cinéma français soit sauvé, parce que je trouve que le cinéma français, je le dis le plus sincèrement du monde, est un cinéma extraordinaire, de diversité. Il y a un tas de films qui se font. On a une chance folle de pouvoir faire autant de films. Et encore une fois, il y a des metteurs en scène qui sont arrivés et qui font des films vraiment extraordinaires. Voilà. Il se trouve que le cinéma qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le cinéma américain. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas découvert d'autres cinémas, et notamment le cinéma français, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et même cette nouvelle vague qui, pendant un temps, m'horripilait, il y a des films de la nouvelle vague qu'aujourd'hui, je trouve extraordinaires. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, parce que j'adore à chaque fois les musiques et la bande originale que vous mettez dans vos films, et savoir si vous l'avez à l'écriture, pendant que vous réalisez, si c'est à la fin, si c'est un peu tout ça. Voilà. En fait, quand j'écris avec de la musique. Ça m'inspire beaucoup, ça me permet, comme nous tous, de rêver, quoi. Donc, quand je me mets à écrire, il y a souvent, bizarrement, 2-3 morceaux qui m'accompagnent. Mais je crois que je vais les mettre dans le film, et très souvent, je les mets pas dans le film. Très souvent, la musique du film se trouve plus tard. Donc, quand on monte un film, on essaye des choses, on met des choses, et puis, des fois, on a même du mal à s'en débarrasser, et c'est problématique. Et des fois, on met des choses qu'on peut garder, ou par exemple, moi, j'ai fait plusieurs films où j'aimais beaucoup, et au montage, je mettais la musique d'un compositeur que j'aime, qui s'appelle Brad Meldo, et j'ai eu la chance de faire mes films avec lui. Voilà. Dernièrement, par exemple, mon dernier film, c'est la première fois que je trouve un compositeur. Je lui ai donné 10 minutes d'un film, il m'a envoyé 13 morceaux qui m'ont scotché, qui collent parfaitement au film, qui collent parfaitement aux images. Et du coup, ça m'a donné envie probablement de retravailler sur mon film d'après avec lui, mais en amont. Ça veut dire de lui donner le scénario et de le laisser composer de la musique. Mais c'est vrai que, comme je suis un musicien frustré, que j'aurais adoré faire de la musique et que je suis très mauvais musicien, la musique occupe une place importante. Non seulement parce qu'elle a une place importante dans les films, mais elle a une place importante d'un point de vue narratif dans les films. Tout à l'heure, on expliquait que la musique qui rentrait à tel moment ou à tel moment, elle signifiait des choses. Non seulement elle a une importance narrative, mais aussi la musique, ça nous transporte. Donc, pourquoi s'en priver, quoi? Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, enfin deux qui s'entremêlent. Tout d'abord, vous avez dit que pour vous, les films, c'était politique. Alors moi, je suis réserviste israélien, d'armée israélienne. Je suis comédien et réalisateur aussi. Et je voulais savoir, est-ce que le fait, justement, d'avoir une certaine caractéristique, est-ce qu'il faut accepter le typecast? Est-ce qu'il faut prendre ces rôles qui sont, on va dire, typecastés parce qu'on est juif ou parce qu'on a une certaine différence? Et qu'est-ce qui rend ça politique? Pourquoi est-ce que le cinéma devrait être politique? Je n'ai pas dit que le cinéma devait être politique. À la question, est-ce que le cinéma peut avoir un rôle politique à jouer? Oui. Mais il y a des films qu'on peut faire pour des raisons pas du tout politiques. On peut faire des films, Ma femme est une actrice, pas un film politique. On peut avoir des films de pur divertissement et que j'adore. Mais aussi, on peut, avec un film, parler de certaines choses qui font réfléchir les gens sur des sujets divers. Mais ce n'est pas une obligation du tout, du tout. Et par rapport à votre deuxième question, je n'avais pas compris typecast, mais j'ai fini par comprendre. Malheureusement, on a un emploi. Ça veut dire que les gens vous voient d'une certaine façon. Et avant que vous n'ayez l'occasion de montrer que vous êtes capable peut-être de jouer des choses différentes, souvent les gens vous emploient pour ce qu'ils voient de vous ou ce que vous dégagez spontanément. Évidemment qu'il faut les faire. Parce que si on ne les fait pas, on reste chez soi. Donc autant les faire. Je me souviens quand j'étais jeune acteur, un de mes premiers castings, c'était pour un film qui s'appelle Lévi et Goliath. Avec, je crois que c'était un film de Gérard Houry, Anconina. Avec Anconina. Et on m'a dit qu'il y avait plein de petits rôles. Donc je suis allé au casting. Et je me souviens de la directrice de casting qui s'appelait Margot Capelier, qui était une petite dame un peu vieillotte, qui m'a dit « Est-ce que vous voulez bien me sortir le carton, là ?» Alors, je me dirige vers le truc, et c'était un carton, il y avait écrit « juif » dessus. Et donc, je dis là, le carton, « Oui, celui-là, là, avec écrit « juif ». Alors, boum, parce que je crois que Lévi et Goliath, c'était une histoire d'un mariage juif, etc. Et donc, je prends le carton, bam, je le mets sur la table, elle ouvre le carton et elle me dit « Regardez combien j'en ai. Regardez toutes ces photos. J'ai lui. » Et elle était très gentille, elle me dit « Mais il faut faire autre chose, jeune homme. Continuez à faire des castings, tout ça, mais ou vous avez quelque chose de particulier, ou apprenez un autre métier, parce que ça va vous sauver dans la vie. » On tombe surtout, moi je pense qu'on est à une période et une époque où il y a tellement de films, tellement de séries, que si vous avez la chance de vous voir proposer un rôle quel qu'il soit, il faut le faire. C'est la seule manière peut-être d'avoir la chance de se faire voir. Voilà, absolument. Bonsoir. J'ai pas vu, moi, votre premier court-métrage que Berry a remarqué. Et ce qui me marque dans vos films très tôt, c'est la fluidité, le rythme, la maîtrise de votre réalisation. Et ça vous vous êtes formé ou sur le tas, ou c'était... Ça vous a semblé facile très tôt, ça, cette faculté de réaliser? Non, parce que mais c'est jamais facile. Même aujourd'hui, après mon 7e ou 8e film, c'est toujours aussi difficile. On se pose toujours la même question. On a peur de faire un film chiant, de faire un film raté. On rate des films, d'ailleurs. Moi, je pense que il y a toujours dans mes films des scènes que j'aime pas. Il y a toujours des scènes que j'aimerais refaire. J'ai pas l'impression d'avoir fait... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression, j'en suis sûr. J'ai pas fait encore un film que j'aime, moi, de A à Z. Voilà, donc c'est toujours difficile de faire un film. Mais non, je suis pas allé à l'école de cinéma. Mais c'est pour ça que Rochant a été important, d'abord parce qu'il m'a donné mon premier rôle au cinéma, parce que sur son film, j'ai rencontré Charlotte, et aussi parce que lui avait fait une école de cinéma, il avait fait l'IDEC, et quand j'étais sur son plateau, parce que j'ai fait 3 films avec lui comme acteur, je le regardais travailler. J'étais à l'école. On avait des loges. Les autres acteurs allaient dans la loge. Moi, je restais sur le plateau. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je n'arrivais pas à mettre un pied dans la loge. J'étais à côté de la caméra,
à côté du combo, ça m'intéressait de voir comment on fait, quoi. Et puis, c'est en regardant les films, des autres qu'on apprend. On se dit comment ils font. Vous avez une scène à tourner, vous regardez les films des autres. Puis un jour, il y a une interview de Scorsese qui m'a aussi libéré de quelque chose. Il y a un film de Scorsese, Raging Bull, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il y a une scène où De Niro vient rejoindre, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice de Raging Bull. Bon, exactement. Il vient la rejoindre au bord d'une piscine, il y a un grillage, il est derrière le grillage, elle arrive de la piscine, et ils se parlent tous les deux, ils ont une longue scène. Et à l'époque, il y avait des making-of dans les DVD, etc. Ça se fait plus maintenant. Et c'est dommage parce que pour tous les gens qui aiment le cinéma, des fois, il y avait des interviews ou des documents qui nous apprenaient énormément de choses sur la fabrication des films. Et il y a Scorsese qui, vraiment, en toute honnêteté, a dit j'ai pompé cette scène à Kazan et il a fait un montage dans le making-of. On voyait la scène avec De Niro et cette actrice, Cathy Moriarty. Et on voyait une scène sur les quais entre Brando et Eva Marissin. Et c'était exactement les mêmes valeurs de plan, le même montage. C'était fou. Et donc, il disait, oui, les metteurs en scène s'inspirent des films des autres. Tu avais piqué un plan à Sean Penn aussi. Oui. Oui, mais je lui ai demandé l'autorisation. Ouais, ça c'est classe. Ouais. Je lui ai demandé l'autorisation. Il y a un film, dans The Pledge, il y a un film qu'il a fait que j'aime beaucoup. Il y a un plan de Nicholson où il suit Nicholson qui est flou et tout autour de Nicholson, c'est net. Et j'avais envie de démarrer le film avec Charlotte, ils se marièrent comme ça, où elle est en boîte de nuit et j'avais envie de la filmer flou elle et que tous les gens autour, parce que je trouvais que ça donnait une sensation d'être isolé. Voilà. Et quand j'ai eu la chance de le rencontrer, plusieurs fois, d'abord parce que j'ai tourné avec lui avec Sidney Pollack. Charlotte a tourné avec lui sur 21 grammes. Et donc, on se connaissait un peu. J'avais son numéro de téléphone. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un plan. Et il m'a dit, te gêne pas parce que je l'ai piqué moi-même. Voilà, mais enfin, il l'a piqué d'une photo. Il y a une photo de Robert Frank où, effectivement, il y a une femme qui est floue alors que c'est elle qu'on regarde et tout autour d'elle, c'est net. Mais évidemment, quand on fait un film, on regarde les autres, on essaye de voir les films qui sont faits un peu dans la même tonalité, comment ils sont faits, comment ils sont éclairés. Après, il s'agit de faire votre film. Ça veut dire qu'évidemment, vous ne pouvez pas copier non-stop. Après, c'est du collage, ça n'a plus de sens, mais ça vous inspire quand même. Bonsoir. Je me suis posé la question après votre premier succès et cette espèce de traversée du désert qui a suivi. Je me demandais qu'est-ce qui vous a fait tenir et qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, éventuellement. Je crois que c'est un métier difficile pour tout le monde. C'est un métier qui est frustrant pour tout le monde. On n'a jamais assez de travail, on n'a jamais les rôles qu'on veut, on n'a jamais assez d'argent pour faire les films qu'on veut faire. On n'a jamais le succès qu'on veut, même quand ça a du succès. Quand votre film fait 500 000 entrées, vous dites pourquoi il n'a pas fait 700. Quand il fait 700, pourquoi il n'a pas fait 1 million. Quand il a fait 1 million, pourquoi il ne dépasse pas 1 million. Donc c'est un métier où on est toujours dans la frustration. Et c'est en ça que c'est un métier difficile. En tout cas, pour ceux qui sont investis dans ce métier, qui sont vraiment passionnés, quoi. Puis en plus, on n'est jamais content de soi. Et puis aussi, et ça c'est surtout pour le métier d'acteur, ça tient sur vous. Je crois qu'on a dit ça tout à l'heure, au tout début de notre conversation. Je disais que c'est vous, c'est votre tronche, votre voix, votre regard, ce que vous dégagez. Les gens vous castent souvent pour... Donc si vous n'avez pas de rôle, vous pensez que vous n'êtes pas aimé. Un acteur, ça vient toujours à une audition ou à un casting avec une espèce d'envie d'être aimé. Donc, quand vous n'avez pas un rôle, une deuxième fois, quand vous n'avez pas un rôle une troisième fois, c'est difficile de se dire autre chose que on m'aime pas, je vaux rien, je n'ai pas de talent, etc., etc. Donc forcément, il y a
Et je connais peu de gens pour qui ça a marché tout de suite ou tout le temps. Il y en a quelques-uns. Voilà, après, il y a des injustices. Il y a des acteurs qui travaillent parce qu'ils ont la chance. Mais est-ce que c'est vraiment une chance d'être dans des films qui marchent? Donc, un film qui marche, on vous propose un autre film qui marche, un autre film qui marche, etc. Tout ça est très compliqué, mais à la base, c'est un métier où il n'y a que des frustrations. Vous n'avez jamais assez. On vous dit jamais assez qu'on vous aime, en fait. Donc, voilà, vous avez 10 nominations au César, parce qu'on parlait de Clapiche, puisque tu as 9. Là, dernièrement, 0 César, je suppose qu'il n'était pas content. Mais en même temps, il avait 9 nominations au César. Moi, quand j'ai fait Les Choses Humaines, je l'ai eu mauvaise. J'en ai eu qu'une pour le scénario, alors que je pense qu'il méritait d'être sacré le meilleur film de ces 50 dernières années. Pourquoi vous rigolez? Mais voilà. Donc on est toujours frustré. Et puis après la vraie traversée du désert, c'était. D'ailleurs, je pense que c'est là que j'ai fait le pas de passer derrière la caméra. Après Les Patriotes, j'aimais tellement le film que tout ce que je recevais derrière les propositions me paraissait fade. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de bons films à cette époque. Alors je lisais un scénario, j'ai dit non, et puis non, et puis non, et puis non, et puis non. Et je suis resté 2 ans sans travailler. Mais plus je disais non, moins j'en recevais. Et au bout d'un moment, je ne recevais plus rien. Ou je recevais vraiment ce que tout le monde avait refusé. Et donc j'ai commencé à faire ce que tout le monde refusait. Alors ça, c'était catastrophique. Ces films-là, on n'en a pas parlé. Et j'ai fini par me dégoûter moi-même, quoi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une traversée pendant 2 ans après Les Patriotes. C'était compliqué, mais en même temps, je me suis dit, puisque j'ai pas ce que je veux, je vais le faire moi-même. Et c'est ça qui m'a encouragé à écrire et à passer derrière. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai vu dans la pièce de théâtre Le Fils, et vraiment cette pièce m'a bouleversée. Votre interprétation avec Rod Parado était incroyable. Vous pouvez nous en parler de cette pièce de théâtre et comment vous avez vécu l'expérience? J'adore le théâtre. D'ailleurs, je vais y retourner probablement au mois de septembre. J'en fais peu parce que je fais des films. Mais c'est vrai que comme acteur, j'adore le théâtre parce qu'il n'y a personne qui vous arrête. Parce que c'est vraiment du jeu pendant 1h30 ou 2 heures. Il n'y a pas un nuage, la pluie, un metteur en scène qui n'est pas content, le son qui déconne, etc. Ça commence, que ça commence bien ou que ça commence mal, il faut aller au bout. Et donc, c'est vraiment une excitation particulière. Et puis, il y a le public qui est là. Donc, c'est vraiment une chose particulière, le théâtre, que j'aime beaucoup. J'en fais pas assez, mais voilà. Donc, j'y retourne bientôt. Le Fils, c'était une expérience, je l'avoue, très compliquée. Quand j'ai reçu, c'était l'histoire, je vais être schématique, mais c'était l'histoire d'un père qui perdait son fils à la fin de la pièce. Au cinéma, on tourne une scène différente tous les jours. Ça dure 6, 7, 8 semaines et après on se casse. Me mettre dans l'état d'un type qui perd son fils tous les soirs pendant 4 mois, j'en pouvais plus. Voilà, ça a été dur. Au bout d'un moment, j'avais plus du tout envie de jouer la pièce. Je les ai prévenus, ils voulaient pas me remplacer, et à un moment je pouvais plus. Voilà. Et en ce moment, donc il y a un film The Son au cinéma. Est-ce que vous l'avez vu? Pardon, est-ce que vous l'avez vu et est-ce qu'il vous a plu, le film The Son au cinéma? Oui, je l'ai vu et ça m'a plu. Ouais. Ok. Je pense que je suis bien meilleur que Hugh Jackman. Je le dis très sérieusement, sans rigoler du tout. Mais voilà. Bon. Ça, c'est une bonne façon de conclure ce podcast. Voilà. Donc, et pourtant, j'aime Hugh Jackman. Mais tu te préfères. Mais je me préfère, moi, 100 fois. Et oui, pardon. Et pour terminer, j'ai effectivement été plus touchée par votre interprétation avec Rod Parado que le film. Voilà. Et ben voilà, là c'est bon, on peut conclure. Merci beaucoup, Yvan, merci infiniment.
Alors, je voudrais juste ajouter que ce podcast a été réalisé avec la collaboration de Erwan Mirabeau pour la partie technique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Hors Promo Ciné, où j'annoncerai très prochainement mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien. Allez au cinéma!